vous êtes ici, c'est qu'une partie de vous est à la recherche du mets le plus répandu d'Internet. La nostalgie. La nostalgie, c'est un peu la force de l'intime. Avoir un champ des possibles extraordinaire, nous ramenant à la confession la plus pure et à la réflexion la plus simple. Celle de se remémorer un temps où tout semblait plus facile, où la possibilité de rêver était infinie, et si aujourd'hui il est plus difficile de se laisser surprendre, de retourner à ces émotions pures, c'est parce que ce que l'on nous propose fait appel à des mécanismes que l'on commence à bien connaître, peut-être à trop connaître. L'enfant qui est en moi s'en souvient avec délice, et j'aimerais revenir à ces moments où tout était plus clair, plus pur presque, où la découverte était totale, où elle se faisait par curiosité et même parfois par ennui. Oui, elle était plus pure car aujourd'hui, on sait ce que l'on va découvrir avant même de le découvrir. Faudrait-il, pour croire encore à cela, se couper d'Internet et de ses spoils ? Comment ferons-nous pour être surpris par quelque chose si nous connaissons déjà tout ? Il faudra se renouveler, se réinventer. Mais moi, c'est au secret de la découverte et de l'amusement ultime que je veux vous convier. Laissez-vous guider par la magie de l'émerveillement, par la zone invisible révélée par le plaisir. Le souvenir d'un animateur, d'une émission, nous rend parfois mélancoliques. Elle ramène à d'autres temps. Pour cette première émission, c'est une émission qui a beaucoup compté pour moi. Une émission qui pourtant n'est pas restée longtemps sur les écrans. Mokshu Patamu. Arrivé sur TF1 pour l'été en juin 1997, Mokshu Patamu remplace L'Heure à l'appel, présentée par Vincent Lagaffe sur la case 19-20h. Pendant la période estivale, l'émission fait un carton et elle est reconduite à la rentrée pour le bonheur des petits et des grands. Génial, non ? À la base, un jeu télévisé britannique, Snake and Ladders, littéralement serpent et échelle, ce divertissement offre dans un décor chamarré et une ambiance bon enfant, un plateau de jeu à taille humaine composé de 100 cases, dont certaines faisaient avancer le candidat pendant que d'autres les faisaient perdre du terrain. Certaines cases faisaient apparaître la gueule d'un serpent qui faisait descendre le candidat via un système de toboggan. C'est un diable de serpent, vous avez raison. Le jeu oppose 3 équipes de 2 candidats. Le premier répond à des questions de culture générale posées par l'animateur afin de faire progresser le second de case en case. Le but du jeu étant de parvenir à la case 100 en premier et de gagner la somme de 50 000 francs. Parfois cruel et généreux, souvent drôle et savoureux, ce jeu était présenté par l'excellent Vincent Perrault, un animateur que nous retrouverons dans d'autres nostalgias. Un présentateur sympathique et souriant, toujours prêt à avoir le bon mot. En 4 manches, les duos devaient répondre au maximum de questions en accumulant le moins de croix possible pour se voir offrir le droit d'aller à la course à la victoire. Et je me souviens de la mésaventure de Jean-Louis, un candidat qui dans cette dernière étape était tombé sur un serpent à 2 encablures du pactole. Je me souviens aussi d'une dame qui avait participé 3 fois et qui n'avait jamais réussi à dépasser la 2e case. Et enfin, je me souviens de moi, regardant et bavant sur ces 50 000 francs à l'époque. Cette émission, je m'en souviens précisément. Ce rythme, cette musique composée par l'excellent Pierre Billon, c'est lui. Comme une bombe je me sens, comme un accord yougoslave auquel on aurait cruellement interdit l'entrée de la belle ferronnière. Cette émission, c'était une parenthèse avant le repas. Une parenthèse dans un autre univers où même les candidats devenaient un peu fous. Ce n'était pas encore les années Big Deal. Rien sur les 6 chaînes ne proposait un jeu aussi amusant avec un univers aussi marqué. Et si comme moi ce premier trimestre de 1997 est important pour vous, alors vous comprendrez ce que je veux dire quand je parle de moments particuliers. Cette émission est étrange. Ce gros serpent, cette folie, ces couleurs. Les créateurs ont même ancré
leur jeu dans une forme de mysticisme et un univers particulier. Une légende indienne raconte que l'on récompensait les âmes vertueuses en leur faisant gravir des échelles, alors que de nombreux et redoutables serpents attendaient les âmes pleines de vices. Il y a comme une mélodie entêtante, comme une histoire que l'on se raconte de génération en génération, comme une banalité quotidienne qui devient extraordinaire, une sorte d'histoire avant de dormir dans laquelle des gens qui pourraient être nos voisins s'ébattent pour gagner une somme d'argent. Au fil du temps, nous ne percevons plus ces petites choses qui nous ont accrochés, et c'est normal car on les oublie facilement, loin du fracas de nos vies rythmées par nos obligations. Nous glissons en retournant à ce moment-là dans une bulle ouatée qui nous fait oublier toutes ces itérations exégèses obscures pour ne plus voir que l'emballage de la chose et du temps dans laquelle elle se trouve. Ces émissions exercent une fascination sur moi. Une fascination peut-être trop sage, trop bête, mais une fascination qui clairement relève de l'obsession. Il y a quelque chose de beau, d'étrange, et il s'opère comme un vertige cosmique lorsque je dois revenir dans ma tête d'enfant. Cette régression s'opère comme de la magie noire, elle me propulse dans des essences du passé où les joggings à pression étaient cool. Un instant où la télé-réalité n'existe pas encore. Et c'est aussi ça la nostalgie. Nous ramener en arrière, nous faire régresser. Est-ce une peur ou un devoir pour avancer de manière plus heureuse? Ne devrions-nous pas toujours regarder vers l'avant? Pour moi, Mokshupatamu est une métaphore de la vie. Certains ont des échelles, d'autres des serpents. On monte, on descend, mais le but est toujours d'avancer. En novembre 97, comme souvent à la télévision, l'émission s'éteint définitivement, comme une étoile qui brillait trop forte et trop vite.